Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 8h51, les grands débats ce matin, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy. On va revenir sur ce pass sanitaire et la question du jour, justement sur la baisse des contaminations et des hospitalisations selon vous. Le pass sanitaire doit-il être levé partout, levé par endroit ou être conservé? Pour l'instant, vous dites 88% à dire levé partout. Et Vincent nous dit, je ne comprends pas ces mesures arbitraires puisqu'il n'y a pas de décret d'application. Ce gouvernement applique une loi qui n'existe pas, c'est quand même incroyable. J'entends aucune plainte. Et Paysan 47 nous dit, ce n'est pas le pass sanitaire qui permet de faire baisser la contamination, les gestes barrières sont efficaces. Oui, c'est vrai que c'est important de parler aussi des gestes barrières, de ne pas les oublier. On va commencer par parler de ça avec vous, Elisabeth Lévy, et avec vous aussi, Arlette Chabot, jusqu'à 9h. Arlette Chabot, tout d'abord, sur cette annonce, cette semi-annonce, on va dire, d'Emmanuel Macron. C'est quoi? C'est une décision sanitaire, politique, de la part d'Emmanuel Macron, du chef de l'État? Il a raison de dire ça? Quand on est un président de la République qui a détesté prendre des mesures autoritaires depuis le premier confinement, on sait très bien qu'il aime annoncer de bonnes nouvelles. Alors il donne de la perspective, de l'espoir, mais tout en étant très prudent. Là où effectivement, on verra bien le taux d'incidence qui est très faible progressivement. Et on a bien entendu aussi hier le ministre de la Santé, Olivier Véran, être lui extrêmement prudent. Donc chacun est dans son rôle. Moi, ce que je ne comprends pas très bien, c'est que le président de la République a annoncé des mesures, le pass sanitaire, le 12 juillet, il a pris un risque et il annonce effectivement peut-être un allègement de ces mesures le lendemain du jour où des sanctions s'appliquent pour les soignants. Donc, dans la communication, je ne parle pas sur le fond, mais même dans la communication, moi, j'ai du mal à comprendre ce que fait le président de la République. Est-ce que Elisabeth Lévy comprend un peu plus justement la stratégie d'Emmanuel Macron, justement? Est-ce que l'impression aussi qu'il navigue un peu à vue là-dessus? Oui, naviguer à vue, c'est pas complètement aberrant par rapport à l'épidémie. Non, mais moi j'ai surtout l'impression qu'il continue dans le précautionnisme délirant, c'est-à-dire qu'ils vont attendre qu'il y ait 0 cas, 0 contamination pour nous dire d'enlever les masques ou de. Bon, je dois vous dire que je trouve que tout ça a assez duré. Le pass sanitaire, ça commence à bien faire. Je pense qu'il est temps. Il y a beaucoup d'autres pays qui lèvent les restrictions. Je pense que notre gouvernement est pétochard, voilà ce que je crois. Est-ce que c'est une question aussi qui se pose maintenant avec la judiciarisation qu'on voit, qu'on observe sur ces décisions, notamment sur la crise sanitaire, Arlette Chabot. Est-ce que finalement ils ont raison de s'inquiéter et d'être très prudents? Est-ce que c'est pas un risque justement d'avoir cet excès de prudence-là quand il faut agir, quand on est politique? Le risque, il est là. Je veux dire, la Cour de justice de la République, ils l'ont intégré depuis très très longtemps. Je vais juste répondre à Elisabeth, qu'on voit bien, notamment qu'en Italie, par exemple, ils prennent des mesures contraignantes, le pass sanitaire imposé dans les entreprises dans quelques semaines. Donc Elisabeth, on ne peut pas dire qu'on est seul, qu'on soit seul, isolé à prendre cette mesure que vous pouvez contester. Je n'ai pas dit qu'on était seul, Arlette. J'ai dit qu'il y avait des pays qui avaient. J'ai pas du tout dit qu'on était seul. J'ai dit qu'il y avait d'autres pays où on avait levé les contraintes beaucoup plus vite. Il y en a d'autres qui les imposent. Donc ça veut dire que personne ne sait très bien ce qu'il faut faire. On est d'accord? Non mais très bien, je n'ai pas dit que je savais ce qu'il fallait faire, je dis j'ai le sentiment moi que nous avons un gouvernement, d'ailleurs en partie pour les raisons que vient d'évoquer Benjamin, c'est-à-dire le risque judiciaire, que nous avons un gouvernement qui ira au-delà de ce qui est nécessaire. Et depuis le début d'ailleurs, je pense que très souvent les restrictions à nos libertés ne sont pas proportionnées. Je n'ai jamais dit qu'il n'en fallait pas. Je pense qu'effectivement il y en a, mais je crois qu'elles ne sont pas proportionnées. Écoutez, depuis le début, on a vu des choses délirantes. Rappelez-vous l'interdiction faite aux gens d'aller prendre l'air sur la plage parce qu'il fallait pas que ça ressemble à des vacances. Ou la question du pass sanitaire peut-être sur certaines terrasses aussi où on a la place. Oui, ou les passes sanitaires sur les terrasses, les aberrations que vous les avez dans certains endroits et pas dans d'autres. Enfin bon, si vous voulez, je pense qu'on va au-delà de ce qui est nécessaire en permanence, en fait. Donc voilà, je trouve que j'ai le sentiment de vivre j'ai le sentiment, mais là où je pourrais vous suivre si vous me le disiez, Arlette, c'est que ça n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi la société qui est comme ça, qui demande une protection absolument maximale. C'est juste. Et moi, je crois que ce risque de
ce principe de précaution poussé à l'extrême fait de nous des sociétés des sociétés tétanisées en permanence. Ça va, il me semble tout de même que là, on voit bien que ça reflue, si vous voulez. Il sera toujours temps de reprendre des mesures ou de les renforcer si ça repart, mais pour l'instant, ça reflue. Donc, est-ce qu'on doit encore vivre avec cette espèce d'obsession du Covid qui soit notre premier sujet de préoccupation tout le temps? Moi, je crois qu'au contraire, on devrait, si on était une société un peu dynamique, on se dirait très bien, le risque a diminué. Il n'est pas zéro, mais il a diminué. Il y a le vaccin, il y a quand même la baisse des contaminations de toute façon. Bon, c'est bon, allons-y, vivons. Oui, mais sinon ça va durer encore longtemps. En tout cas, oui. Si vous restez avec nous. Le risque zéro, on n'en sortira jamais. De ces affaires. C'est pas faux. Elisabeth Lévy, vous restez avec nous. Arlette Chabot aussi. On revient dans un instant. C'est le minibus. Et puis bien sûr Frédéric Dabi qui sera avec nous pour commenter ce sondage qu'on dévoile ce matin sur les personnalités qui représentent le mieux la droite au niveau politique. On parlera aussi de la décision du CSA concernant Éric Zemmour. Absolument. Restez avec nous. On parle dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 9h06, les grands débats continuent bien sûr dans un instant. Frédéric Dabi reviendra sur les personnalités politiques incarnant le mieux la droite et le regard des Français sur les décisions du CSA et face à Éric Zemmour. Et puis bien sûr nos éditorialistes du jour, Arlette Chabot, Elisabeth Lévy. En attendant, direction Saint-Gaudens avec une voix que vous connaissez bien. Bonjour Philippe David. Bonjour ma chère Cécile. Bonjour Philippe. Benjamin, et bonjour évidemment à nos chères Arlette et Elisabeth. Avec un événement assez exceptionnel aujourd'hui à Saint-Gaudens, avec des agriculteurs. Ah oui, c'est le salon de l'agriculture des Pyrénées, ça s'appelle les Pyrénéennes. Alors c'est toute l'agriculture et tout le bon terroir des Pyrénées, de la côte basque à la côte catalane. Vous voulez une version solide? Tiens, je vous fais ça d'ouest en est. Oui, allez-y. Allez, on va commencer par gâteau basque, on continue par garbure, ensuite ça va être cassoulet, et puis allez, on termine par une crème catalane, d'accord? Et puis ça c'est pour ce midi, hein. C'est avant l'émission de 17h. Non, ça c'est le petit déjeuner. Ah, c'est le petit déjeuner, ok, j'avais pas compris. Et je vous fais la version liquide. Alors la version liquide, on va commencer par de l'irouléguy, on continue par du jurançon, puis du madiran, on finit avec du bagnols. Et vous avez oublié modération. Ouais, c'est ça. Modération, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va déguster tous ces terroirs, on va en parler, on va faire les vraies voix. Philippe Bilger sera avec moi, il y aura des vraies voix locales. Alors, il va y avoir l'accent des Pyrénées. A priori, il n'y a pas encore de neige sur les sommets, mais je sens, ma chère Cécile et mon cher Benjamin, que vos pépilles frétillent en entendant le menu. Et on a hâte en tout cas, et rendez-vous est pris pour 17h en direct de Saint-Gaudens pour les vraies voix. Les organisateurs nous écoutent. Pour Philippe Bilger et moi, c'est foie gras en entrée, côte de bœuf gasconne en plat de résistance, et on terminera avec une crème catalane. Ça vous va? Eh ben, on n'est pas couché. Parfait. Merci beaucoup Philippe David. Passez une bonne journée. Restez avec nous, la suite du Grand Matin. Ce matin, je vous le disais, le grand débat du matin, toujours avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy. Vos appels 0826 300 300. On reviendra sur cet échec de la vente de sous-marins dans un instant. Vous voulez en parler? Vous nous appelez, bien entendu. Et c'est Frédéric Dabi qui est avec nous, directeur général opinion du groupe IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour Frédéric Dabi, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour commenter un petit peu, c'est vrai, beaucoup de choses très intéressantes dans ce sondage, cette balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. Alors, qui se décline en deux parties. On a tout d'abord les personnalités politiques qui incarnent le mieux la droite. On va commencer par ça. Xavier Bertrand, première position. Est-ce que c'est une surprise ou pas? Marine Le Pen qui arrive à la 5e place. Alors, ce n'est pas une véritable surprise, et cette question toute simple qu'on pose ensemble depuis maintenant 2017 montre la situation de la droite. Clairement, la droite peut avoir un ou deux leaders, en fait, à savoir Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui arrivent en tête auprès de l'ensemble des Français, et surtout Xavier Bertrand est à 85% chez les sympathisants LR, alors que vous savez très bien, il a quitté les Républicains, donc il devance Valérie Pécresse. Il apparaît en position de force, ça nuance un peu un discours un peu médiatique sur un faux plat, sur un Xavier Bertrand en perte de vitesse. C'est pas ce que nous avons dans nos enquêtes, mais ce sondage montre aussi la situation très compliquée de la droite, puisqu'on a 4 sympathisants de droite sur 10 qui disent qu'Emmanuel Macron incarne la droite. Et ça, c'est le reflet de cette part dans nos enquêtes où nous avons des électeurs de droite qui choisiraient Macron dans le cadre d'un scrutin présidentiel. De la même
manière, on voit l'irruption Éric Zemmour pour plus d'un tiers des Français, 37%, il incarne la droite, et puis surtout, auprès des sympathisants républicains, il incarne plus la droite que Marine Le Pen. Un sondage de plus qui montre les difficultés de Marine Le Pen, qui incarne la droite seulement bien auprès des sympathisants du Rassemblement national et qui n'échappe pas à un phénomène d'attraction en faveur d'Éric Zemmour. En tout cas, ce qui est très intéressant, à quelques jours du congrès des Républicains, ce sont clairement Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui émergent en tête, qui devancent nettement Michel Barnier et surtout Éric Ciotti. Vous parliez d'Éric Zemmour, justement, on vient à cette deuxième partie de cette balise fiduciale pour Sud Radio. Le regard des Français sur cette décision du CSA et de CNews également concernant Éric Zemmour. Le CSA qui avait demandé le décompte du temps de parole d'Éric Zemmour et CNews qui avait décidé finalement de mettre un terme à la participation d'Éric Zemmour dans son émission du soir. Et là, on a peut-être un résultat un peu plus surprenant de la part des Français qui comprennent plutôt bien finalement la décision du CSA. Oui, elle est jugée justifiée à 60%, c'est-à-dire faire décompter les interventions d'Éric Zemmour au même titre qu'une personnalité politique. C'est le reflet de la mue d'Éric Zemmour. La question que se posent les Français, est-ce un journaliste, un écrivain, un éditorialiste ou un homme politique? La question se pose et de la même manière, on a une majorité forte de Français qui approuvent la décision de sa chaîne, votre confrère CNews, d'écarter Éric Zemmour. Une petite remarque, je pense qu'il y a un décalage abyssal entre nous qui nous intéressons dans un microcosme médiatique à cette décision du CSA et les Français qui sont, à mon avis, très largement indifférents. Plus on est loin de ses préoccupations et plus le sujet n'intéresse pas. Ça veut dire que les médias en font trop là-dessus? C'est un peu l'impression que ça vous donne? Sans doute. Sans doute, puisqu'il n'y a pas de différenciation dans les réponses entre la question du CSA et la question de CNews. On voit quand même l'enquête de la semaine dernière dans le JDD où on a 82% des Français qui ne voteraient en aucun cas pour Éric Zemmour. Il y a une incertitude sur sa candidature. Il y a la question de son statut. En tout cas, dans les enquêtes, il est vrai qu'il occupe un positionnement droite extrême qui peut gêner et les Républicains et surtout Marine Le Pen. On va faire réagir peut-être Elisabeth Lévy sur ces chiffres. Oui, alors je crois qu'il a levé le doigt, moi aussi, Frédéric Dabi. On va voir, Elisabeth, vous leviez le doigt, c'est ça? Non, enfin oui, parce que sur la première partie du sondage, tout de même, il me semble que ça c'est la droite vue par la gauche, ou en tous les cas par l'ensemble des Français. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que c'est-à-dire que la moitié des gens qui ont répondu à ce sondage n'ont absolument pas l'intention de voter pour quelqu'un de droite, disons. Et alors, évidemment, Xavier Bertrand, c'est celui qui est le plus de gauche. Excusez-moi, donc je trouve ça fausse un peu ce qu'on peut penser, parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui est l'homme de droite pour les électeurs de droite. Ça, je trouve que ce alors, sur la méthodologie, Frédéric Dabi. Elisabeth, mais à culpa, j'ai donné des réponses auprès de la droite, mais j'ai pas dû être assez percutant auprès des sympathisants républicains et de droite. Xavier Bertrand émerge à 76% à droite, 84% chez les Républicains. Il devance, on a une hiérarchie relativement proche et c'est ce que je disais qu'auprès des sympathisants républicains, et c'est un signe de la difficulté pour Marine Le Pen d'élargir son socle, Éric Zemmour est perçu plus comme incarnant la droite, peut-être avec son discours autour du déclin, autour du mal français, que Marine Le Pen. Et pardon, juste un mot sur cette affaire de CSA. D'abord, moi, je dis, on m'explique que tout ça est très parisien. Moi, je me rappelle, j'étais à Béziers cet été, et je parlais avec beaucoup de gens qui suivaient ça comme le lait sur le feu, qui ne sont pas parisiens, pas des intellos, qui sont des gens tout à fait, des vrais gens, comme on disait au Parti communiste autrefois. Donc, je me demande s'il n'y a pas un côté un peu méprisant dans le fait de dire, vous savez, tout ça n'intéresse que le monde parisien, les autres, les idées, c'est pas leurs oignons. Et attendez. Ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, je pense effectivement que les Français sont trop peu sensibles. Je veux dire, et c'est pour ça que j'en voulais un peu aux manifestants contre le pass sanitaire, parce que ils voient là des atteintes horribles à leur liberté, parce qu'il s'agit de leur propre liberté d'individu. Mais les Français sont trop insensibles, si vous voulez, aux atteintes graves, à mon avis, je maintiens qu'elles le sont, aux atteintes à la liberté d'expression, dont le CSA est pour moi l'incarnation. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Dabi d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur général opinion. Ah bon, mais pourquoi du il s'en va? Il a du travail. On va le remercier. Vous voulez rester Frédéric ou pas?
je voulais seulement répondre à mon amie Elisabeth Lévy. Je n'ai pas parlé de microcosme parisien, j'ai parlé de sphère médiatique. Nous, on a une enquête chaque mois avec vos confrères de Paris Match et Sud Radio qui s'appelle Les conversations des Français. Et on voit souvent un décalage, vous pouvez le déplorer, je conviens parfaitement, entre ce que des médias mettent en avant et la réalité de ce qui intéresse les Français. Je ne dis pas que la question d'Éric Zemmour, du CSA, n'intéresse pas du tout les Français, mais en termes de hiérarchie, ce n'est pas aujourd'hui un sujet majeur dans un contexte où ils sont beaucoup moins dans la campagne présidentielle que nous. On regarde Frédéric, juste une minute de plus. Vous avez gagné une minute sur le tour de table, un petit tour de table là, pour terminer sur cette question des élections présidentielles dans moins de 7 mois. Elle est là. Moi, je suis là. Ne vous inquiétez pas. Religieusement. J'ai une question à lui poser justement sur la question de. C'est vrai qu'on est à moins de 7 mois de la présidentielle et on a l'impression que c'est un peu la foire d'empoigne sur les promesses qu'on peut faire. Sur les sujets. Et notamment du côté du gouvernement, on le voit. Emmanuel Macron, on a l'impression que ça fait fonctionner clairement la planche à billets ces derniers jours, avec récemment notamment le chèque énergie par exemple, mais sur plein d'autres sujets notamment. Est-ce que ça vous semble encore plus important sur cette présidentielle que sur les précédentes ? Alors en tout cas, je peux commencer, Frédéric. Oui, bien sûr. Voilà. Non, ça va. C'est vous. Non, mais je veux dire, ce qui est très frappant, c'est que la dernière élection présidentielle, c'était la compétition à celui qui ferait le plus d'économies. La rigueur budgétaire, la suppression du nombre de fonctionnaires. C'était la surenchère sur un plus rigoureux que moi, tu meurs. Voilà, avec François Fillon, qui avait donné effectivement l'exemple. Alors là, on a l'impression de revenir effectivement quelques années en arrière, où c'est, si je puis dire, open bar. Alors évidemment, la crise de Covid est passée par là. Le quoi qu'il en coûte a fait comprendre, en tout cas aux Français, ils l'ont compris comme ça, que finalement, il y a de l'argent quand on en veut en trouver. On en trouve. Et pour se distinguer, il y a les candidats qui font des promesses qui, sans doute, ils le savent, ils ne pourront pas tenir. C'est évidemment les promesses d'Anne Hidalgo en ce qui concerne le doublement des salaires des enseignants, dont on parle beaucoup évidemment depuis une semaine. Et puis alors du côté du gouvernement, il y a Bruno Le Maire qui dit attention, il faut être raisonnable. Et il y a un président de la République qui, tous les jours ou presque, annonce des mesures qui vont coûter. Alors peut-être pas tout de suite, évidemment, mais quand même, ce qui sera très intéressant d'abord, c'est de faire l'addition, puisque tous les jours, aujourd'hui, on parle d'une nouvelle mesure. Certains de nos confrères l'annoncent en faveur des harkis ou des descendants des harkis, une allocation supplémentaire. Tout ceci peut être évidemment justifié, mais un coup, c'est les entreprises. Le ministère de l'Intérieur, c'est sans doute justifié, les policiers, bref, il y a beaucoup de chèques cadeaux. Et au bout du compte, on saura sans doute la semaine prochaine dans la présentation du budget par le même Bruno Le Maire si effectivement, c'est open bar et c'est la politique du chéquier qui est mise en œuvre l'année prochaine, année électorale. Ouais. Pour conclure, Frédéric Dabi, en quelques mots, vous vouliez réagir à ce sujet, sur cette fameuse planche à billets? Je partage complètement le point de vue d'Arlette Chabot là-dessus. C'est vrai qu'on est en totale rupture avec 2016, même avec 2011. 2011, les derniers mois de Nicolas Sarkozy, c'est la crise des dettes souveraines, c'est la crise grecque. Et Sarkozy-Fillon présente aux Français un budget de rigueur jamais vu, avec des mesures symboliques très fortes comme la suppression de la demi-part, par exemple, pour les veuves. Là, c'est vrai que le quoi qu'il en coûte a complètement libéré les choses. C'est vrai aussi, on n'est pas du tout dans le contexte 2007 où les Français, avec François Bayrou comme candidat, avaient été très sensibles à la question de la dette. Là, très clairement, la dette n'est pas une priorité. Alors, c'est intéressant. Dans l'enquête que j'ai faite dans le cadre de mon livre La Fracture, on voit que les jeunes ont beaucoup plus conscience qu'ils vont être les responsables ou qui vont devoir payer la dette à venir. Allez, on continue le débat, on va parler dans un instant cette fois-ci. Merci beaucoup Frédéric Dabi, on le rappelle, vous êtes directeur général opinion du groupe IFOP. Merci à vous d'avoir été avec nous en tout cas ce matin sur Sud Radio. On poursuit le débat avec Elisabeth Lévy et avec Arlette Chabot. On parlera dans un instant de ce fameux contrat des sous-marins. Ça fait pchit et ça fait mal, oui, ça coûte cher. Ça fait pleurer, ça c'est sûr. Oui, on en parle dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 9h20 de la suite des grands débats. On reviendra sur cette rupture de contrat des sous-marins de Naval Group. Dans un instant, vous voulez en parler, 0826 300 300 avec Arlette Chabot et Elisabeth Lévy. En attendant, Paul est au standard. Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Oui,
Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bienvenue. Bonjour Elisabeth et Arlette. J'espère que j'oublie personne. Non. Voilà, moi je vais parler de la hausse des salaires. Oui. Je pense que c'est le serpent qui se mord la queue parce que vous augmentez le salaire, vous renchérissez le coût de fabrication, le coût de production de tous les produits français. Vous allez augmenter les salaires des transporteurs, donc le coût du transport va augmenter. Donc à la fin, le pouvoir d'achat ne bougera pas. Aujourd'hui, la hausse des salaires, c'est un trompe-l'œil. Ça va permettre juste de pouvoir payer les hausses de l'énergie, les hausses des taxes, où l'État est moteur. Et ce qui fait qu'en fait, les hausses, c'est les entreprises qui vont payer. Parce que nous, on va payer plus cher nos salariés, ça va nous coûter plus cher. Moi, je suis agriculteur, je ne peux pas répercuter le prix. Donc, j'ai deux solutions. Soit je reviens sur ma marge, soit je laisse tomber certaines productions. Aujourd'hui, c'est un trompe-l'œil, c'est énorme. Donc, ça va faire augmenter le chômage. Et dire ça hier à la télé, là, on entend ça, c'est une grande avancée. Non, il faut que l'État réduise son train de vie, comme nous on fait, on adapte nos dépenses à nos recettes. Voilà. Merci. Oui, allez-y. Je peux dire un petit mot sur la droite. Moi, je suis militant de droite. Jamais je vote Bertrand. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Bertrand, quand Wauquiez a été élu, par la majorité des adhérents à LR, il a craché sur le parti en disant que le parti se droitisait. On était des fascistes. Donc aujourd'hui, Bertrand, il a déjà les LR, mais les LR ne répondront pas. Les cadres parisiens, Jacob et autres, c'est une chose. Les militants et adhérents, c'est autre chose. Je vous garantis qu'on n'est pas du tout d'accord avec la ligne Jacob, qui aujourd'hui temporise pour enterrer la primaire et tout ça. Et vous avez la mémoire, Je suis d'accord avec Elisabeth Lévy, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Merci en tout cas, beaucoup. Paul. On va la faire agir, justement, à ce que vous avez dit, Elisabeth Lévy, notamment sur cette question alors, qu'il est d'accord. Non, mais alors sur la question des hausses de salaire, pas la solution, finalement, pour le pouvoir d'achat. Vous avez l'impression que, finalement, c'est vrai que tous les candidats s'y mettent, là, pour cette campagne présidentielle. Il propose des hausses de salaire sur ceux qui peuvent contrôler, c'est-à-dire sur les hausses des salaires des fonctionnaires. Je vous rappelle que l'État n'a pas encore la main sur le reste des salaires, à part via le SMIC. Mais genre sur les charges éventuellement. Il me semble que sur la longue période... Il me semble que sur la longue période, il y a tout de même un problème, c'est que les salaires ont très peu augmenté ces dernières années. Je suis pas une spécialiste, mais le peu que je sais de ça, c'est ce que disent les chiffres, c'est qu'on a quand même eu très très peu d'augmentation de salaire. Alors bien sûr, si les augmentations doivent être en quelque sorte doivent se volatiliser à cause des hausses des produits, qu'on dit des hausses de ce qu'on appelle l'incontournable. Enfin, il y a un autre mot en économie que j'ai entendu sur notre antenne d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est-à-dire l'électricité, les loyers, etc. Si toutes les hausses sont absorbées par ça n'a pas beaucoup de sens. Mais tout de même, je crois qu'on devrait voir ce qui s'est passé sur la longue période, et on a aussi un problème de demande. On n'a pas seulement un problème d'offre dans notre C'est ce que disait effectivement notre économiste qui était avec nous tout à l'heure aux alentours de 7h45. C'est lui que j'ai entendu. Voilà. C'est ça. C'était alors de mémoire Frédéric Farah, si j'ai pas de bêtises. Voilà, je vous remercie. Sinon, Benjamin. J'espère qu'il m'en voudra pas. On va passer à un autre sujet, c'est important quand même. Cette question du contrat du siècle, qui a fait pchit, 12 sous-marins finalement qui nous passent sous le nez. Voilà, c'est les États-Unis qui ont remporté le gros lot et le Royaume-Uni. Arlette Chabot, alors on avait Louis Alliot tout à l'heure, maire de Perpignan, maire RN de Perpignan, qui demandait une enquête parlementaire. C'est quoi, qui parle d'incompétence. Et qui parle d'incompétence. C'est l'impression que ça vous donne globalement depuis hier. C'est un fiasco, évidemment, c'est une catastrophe, pour dire les choses. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc les raisons, il y a sans doute une mauvaise manière ou une opportunité saisie par les États-Unis. Quand les Américains veulent quelque chose, on l'a vu avec le choix fait par la Suisse, par exemple, de ne pas acheter des Rafales. Tournée de Biden en Suisse, hop, derrière, on achète des avions américains et on oublie les avions français. Donc quand les Américains veulent, généralement, ça marche. Voilà, la France n'est pas les États-Unis, n'a pas la puissance des États-Unis. Est-ce que c'est une mauvaise manière américaine, mauvaise manière des Australiens, et aussi quand même, quelle est la responsabilité des Français, puisqu'on parle beaucoup d'un retard dans les livraisons effectivement de sous-marins. On parle aussi d'une augmentation considérable du prix. On serait passé de 35 milliards à 60 milliards pour le coût du contrat. Des Australiens mécontents. Alors si vous mettez tout ça ensemble et vous ajoutez la peur qu'auraient les Australiens de percées chinoises dans la région, qui rejoint les inquiétudes américaines et la volonté américaine de s'opposer aux Chinois, tout ça fait un cocktail qui fait qu'aujourd'hui, on perd
la face. Alors, sentiment de déclassement de la France, évidemment. Tout ça va dire, je vais faire plaisir à Elisabeth, alimentera le discours d'Éric Zemmour. Oui, Elisabeth, alors sur cette question, notamment sur juste faire réagir aussi sur la question d'une enquête parlementaire ou pas. Est-ce que c'est nécessaire justement d'avoir... C'est bien les enquêtes parlementaires. Oui, ça peut nous apprendre des choses, en tous les cas sur les responsabilités françaises qui sont d'avoir offert, à mon avis, aux Australiens et aux Américains des prétextes en or pour une décision déjà prise. Là où, si vous voulez, c'est pas... moi, je fais pas la campagne d'Éric Zemmour. Je plaisante, Elisabeth, c'était un clin d'œil. Moi aussi, mais je vous réponds Est-ce gentiment. que vous êtes candidate pour 2022, Elisabeth, ou pas? Pour savoir, juste pour le CSA. Mais Arlette, j'allais vous faire mon annonce. Voilà, j'ai provoqué un peu. Allez, on appelle le CSA. Enfin une femme à l'Élysée. Ce que je voulais dire, c'est que la question de la puissance, à mon avis, devrait être, dans le discours d'Éric Zemmour, je déplore qu'elle ne soit pas assez chez les autres. Et je voudrais dire que tout le monde a poussé des grands hurlements quand Trump a dit America First. Mais moi, j'attends d'un chef d'État qui dit France First. La France d'abord. Que les Australiens disent l'Australie d'abord, si vous voulez. Donc, il faudrait qu'on arrête d'être naïf, si vous voulez. Et tout le discours sur le multilatéralisme, c'est très bien le multilatéralisme sur certains sujets. Mais nous, on finit toujours par oublier qu'il y a des rapports de force. On parle du couple franco-allemand, vous savez, comme si les États avaient des amis et des amours, en quelque sorte. Mais non, les États n'ont que des intérêts. Et je trouve que, d'ailleurs, Angela Merkel, elle, n'a jamais caché que ce qui l'intéressait, c'est l'intérêt de l'Allemagne. Et nous, il faut toujours qu'on enrobe ça d'un discours, genre, on s'occupe du monde entier, et, on veut pas passer avant les autres. Mais non, on élit des gens pour qu'ils s'occupent des intérêts de la France. Voilà. Alors maintenant, il y a la question que pose Arlette, qui à mon avis est une question grave et sur laquelle il faut être réaliste. Effectivement, la France n'est plus aujourd'hui une très grande puissance. C'est une puissance moyenne. Mais ne renonçons pas au moins à cela, à être une puissance moyenne. Un dernier mot, Arlette Chabot, sur le silence d'Emmanuel Macron finalement sur cette affaire, sur ce fiasco. C'est quand même assez incroyable, non ? On attend que le président de la République effectivement s'exprime parce qu'il avait beaucoup investi dans ce partenariat dans la région, dans un voyage. Il est allé d'abord en Inde, il est allé aussi à une période en Nouvelle-Calédonie, en Australie pour développer le partenariat justement franco-australien dans la région. Et là, c'est évidemment un échec. Alors on revient à la question précédente. Que pèse la France aujourd'hui dans le monde? Quelle est son influence? Emmanuel Macron, sympathique. Il était même d'ailleurs, je me souviens, en Australie pendant que les Gilets jaunes étaient sur les Champs-Élysées. C'était le début. J'avais oublié ça. Voilà, c'est ça. Donc ça avait un peu gâché le voyage. Mais en tout cas, pour lui, c'est évidemment un échec. Donc on l'attend, mais peut-être lui aussi est-il en attente d'une enquête interne du côté du Quai d'Orsay, du ministère de la Défense, de l'entreprise, sur les erreurs qui auraient pu être commises, qui changent un tout petit peu quand même la perception qu'on a de cet échec. Eh bien, vous parlez de l'influence de la France, on en parlera dans un instant justement sur cette question. Au Sahel, on ira avec la lutte contre justement l'État islamique du Grand Sahara. En tout cas, un grand merci Arlette Chabot d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour ce grand débat. Et merci à vous également Elisabeth Lévy. Très bonne journée à vous. Merci. Effectivement, on reviendra sur la mort d'un des plus puissants chefs terroristes au Sahel qui a été tué par les forces françaises. 0826 300 300, vous voulez en parler avec nous et avec notre journaliste Mériadec Raffray qui sera avec nous, spécialiste des questions de défense. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. Il est 9h35, les grands débats continuent. On revient sur cette actualité, la mort du chef du groupe État islamique au Grand Sahara, tué par les forces françaises. On en parle ce matin avec Mériadec Raffray. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de défense, collaborateur du Fil Média et de la revue Conflit et du quotidien Le Télégramme. Bonjour Mériadec Raffray. Alors bienvenue sur Sud Radio. On va comprendre justement un peu grâce à vous les conséquences de la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui. On a appris hier que les forces françaises l'avaient abattu. Déjà, que sait-on des circonstances de sa mort? Alors bonjour Cécile, bonjour Benjamin. Alors le terme abattu est pas tout à fait correct. En réalité, on nous a expliqué hier dans une conférence de presse très officielle, c'est même le patron de l'état-major des armées qui est venu nous expliquer qu'en réalité il avait succombé
très probablement à la frappe d'un drone le 17 août dans un endroit qui se situe dans cette fameuse région des 3 frontières au sud-est du Mali. Où il était à moto, visiblement. Alors en fait, la force Barkhane réalisait une opération dans le cadre de la sécurisation d'un axe routier très important entre Ansongo qui est à l'ouest et Ménaka qui est à l'est, une grosse bourgade où les Français d'ailleurs ont une base, la force Takuba a une base. Et ils avaient obtenu des renseignements le 14 juillet précédent parce qu'ils avaient réussi à capturer 2 cadres de cette fameuse Katiba de l'EIGS qui est affiliée à Daesh dans la région, qui tient la région, enfin qui essaye de tenir la région. Et ils ont fait donc une opération visant une forêt, la forêt de Dangarous, qui est en fait un massif un peu compliqué à pénétrer. Et dès qu'ils ont lancé la première phase de l'opération visant à préciser les renseignements qu'ils avaient obtenus, les capteurs qui les accompagnent ont détecté en fait des motos qui circulaient selon des caractéristiques, a dit le chef d'état-major des armées, qui ressemblaient fort en fait à un mouvement d'ennemis, de djihadistes. Et là donc 2 frappes, pour être très précis, ont été faites par l'appui aérien. Une bombe a été lancée par un Mirage et une autre par un drone. Et on apprend aujourd'hui que un des passagers des 2 motos visées était donc le grand chef suprême de l'EIGS, Al-Sarawi, un chef de guerre redoutable, sanguinaire, il faut quand même le préciser. La DGSE comptabilise environ 2 à 3 000 villageois civils massacrés par ces hommes sur son ordre depuis qu'il opère depuis les années 2015-2016 dans la région. Et celui-ci a très probablement succombé à ses blessures. La rumeur... Qu'est-ce qui fait qu'on est justement, qu'on parle là du mois d'août et qu'on l'apprenne par un tweet en pleine nuit de la part d'Emmanuel Macron? Bonne question. La rumeur courait en fait depuis plusieurs dizaines de jours maintenant dans les milieux un peu spécialisés. Je crois que vous savez, c'est une technique de communicant. Quand une mauvaise nouvelle arrive, il faut en trouver une bonne pour essayer de chasser, d'enterrer la mauvaise nouvelle. Le sous-marin fait surface. Disons que le contrat pétardé par nos amis américains a sans doute été le déclencheur de ce tweet nocturne d'Emmanuel Macron à 2h du matin dans la nuit donc de mercredi à jeudi, puisque par ailleurs quelques heures plus tôt les mêmes spécialistes à l'état-major des armées disaient qu'ils n'avaient affirmation ou confirmation d'aucune la mort n'était pas confirmée et donc pour eux il était encore vivant. Est-ce que ça veut dire que la mort de El-Sarawi affaiblit l'État islamique aujourd'hui ? Oui, clairement, c'est un coup majeur porté à l'ennemi terroriste. Il faut savoir que depuis 18 mois, l'opération Barkhane avait fait véritablement concentrer ses efforts dans cette région contre la menace de cette Katiba qui, à l'automne et à l'hiver 2019, a apporté de très sérieux coups de boutoir aux armées locales. Elle a organisé des embuscades contre les camps isolés des armées nigériennes et maliennes. On relevait à chaque fois des 50 morts, 60 morts, 70 morts, et donc il y avait vraiment un danger. La France, en quelques années, mais surtout quelques mois, a réussi à neutraliser la plupart des cadres internationaux, étrangers, qui constituaient la garde rapprochée de cet émir du Sahel. Et donc, la perte de celui-ci était évidemment énorme pour eux. C'était à la fois une défaite politique, symbolique et militaire, puisque c'était un chef redouté et les services disent qu'ils auront du mal que l'émir aura du mal à remplacer ce gars-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dauphin aujourd'hui pour le... Non, pas vraiment. En fait, ce qu'on sait, c'est que l'ensemble des cadres ayant été éliminés, cette Katiba va essayer de se reconstituer avec les cadres locaux, c'est-à-dire plutôt d'ethnie Peul, mais qui n'ont pas l'envergure politique et militaire de ceux qui viennent d'être éliminés. Donc c'est quand même une belle victoire. Et au passage, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la stratégie militaire, il faut distinguer la stratégie politique de la France au Sahel et puis la stratégie militaire. Ça prouve bien qu'en 18 mois, on a réussi des coups majeurs. Aujourd'hui, les militaires, les opérationnels ont quasiment décapité l'ensemble des grands chefs des 2 Katibas, donc le IGS et au nord Mali, celle d'Iyad Ghali. Iyad Ghali étant l'homme qui échappe depuis 2013 aux Français et c'est aujourd'hui devenu désormais l'ennemi numéro 1. C'est-à-dire qu'à vous entendre en tout cas, finalement, sur les risques de représailles, ils sont minimes pour l'instant ?
Oui, aujourd'hui, alors attendez, le patron de la DGSE a dit que la Katiba était affaiblie, mais qu'elle n'était pas neutralisée. Donc, évidemment, ils vont essayer de porter des coups pour se venger, des coups qui seront symboliques. Donc, il faut s'attendre sans doute à quelques... Des loups solitaires ? Voilà, enfin, non, c'est pas des loups solitaires, c'est plutôt des petits groupes. C'est pas le même schéma que le terrorisme dans zone urbaine en Europe. Hein. C'est différent, mais ils vont sans doute essayer de poser des bombes artisanales au passage des convois, puisque on sait aujourd'hui qu'il y a une réarticulation du dispositif. Mais je crois qu'il faut plutôt s'attendre à une réaction et à une offensive donc de cette Katiba du Nord Mali, qui a confirmé le patron de la DGSE hier en conférence de presse. A pour stratégie en fait d'exporter le djihad qu'il a du mal à faire vivre dans le nord, de l'exporter dans les pays voisins. On pense au Sénégal, on pense au nord de la Côte d'Ivoire, on pense au Bénin, on pense au Togo. Et je crois que la stratégie aujourd'hui française de réarticulation du dispositif qui est en cours consiste à mettre en place, à jeter les bases d'un dispositif qui permette d'assurer et de réassurer l'ensemble de nos partenaires, de nos alliés frontaliers de cette grande bande saharo-sahélienne. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Est-ce qu'elle est gagnable, tout simplement, cette guerre au Sahel face au terrorisme islamiste ? Je crois que l'ambition des militaires français est claire. Ils n'ont jamais prétendu éradiquer le terrorisme au Sahel. La stratégie consistait à taper suffisamment fort sur les groupes les plus dangereux pour les mettre à la portée, je mets des citations, c'est le terme employé, des armées locales, le temps que celle-ci monte en puissance grâce à la formation et l'accompagnement des militaires français. C'est cette stratégie aujourd'hui qui est privilégiée. Pour faire simple et schématique, pour que les auditeurs comprennent bien, on va en fait renforcer cette formation, notamment avec nos partenaires européens des forces spéciales dans la force Takuba, et on va également conserver un plot de réassurance militaire avec des chasseurs, des drones, de l'appui-feu, des hélicoptères qui permettent de jouer les pompiers en cas de vrais problèmes militaires sur le terrain. Est-ce qu'on peut jouer un rôle aussi sur le financement de l'État islamique ? Est-ce qu'il y a une manière aussi de mettre fin justement à ces financements qui leur permettent de s'armer justement ? Alors ça, c'est un autre combat, c'est un combat international, ouais. C'est un combat qui est livré par l'ensemble des services spécialisés, qui est mondial, qui est international. C'est un combat que nous livrons avec nos partenaires américains, occidentaux, mais il est clair aujourd'hui que l'argent des ONG prosélytes du Golfe coule à nouveau à flot dans toute cette région. Les spécialistes disent aujourd'hui, si la question au Mali est de savoir à quelle hauteur du visage les nouvelles autorités maliennes veulent imposer le voile aux femmes, le combat politique en quelque sorte est perdu. C'est pour vous dire la difficulté aujourd'hui de raisonner en ces termes-là au Mali dans un environnement qui est très 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 permissif à l'islam radical. Meredith Raffray, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense, collaborateur de Field Média, de la revue Conflit et du Télégramme. Merci d'être passé par Sud Radio et bonne journée à vous. Merci Cécile, merci Benjamin.